toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau un homme qui a fait un pari complètement fou. Dire oui à une inconnue le jour de son mariage. Ce gérant d'auto-école, il a remis son cœur à la science pour essayer de trouver l'âme sœur sous le regard attendrissant mais intransigeant d'une professionnelle qui orchestre, analyse et parfois bouscule ses histoires hors normes. Bonjour Christophe, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Estelle Dossin, soyez la bienvenue également. Vous êtes une habituée de cette émission. Bonjour Damien, mais oui, Damien, j'ai le double des clés, vous le savez bien. Je vous ai demandé votre badge tout à l'heure, d'ailleurs vous l'avez oublié, j'étais obligé de vous accueillir. Allez Christophe, je rappelle que vous êtes l'un des célibataires qui ont ponctué cette 10e saison de Mariés au premier regard sur M6. Vous vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire avec Margot, avec qui vous aviez une compatibilité de 82%. Et dans cette émission, donc diffusée ce lundi, énorme coup de théâtre sous votre regard, Estelle Dossin. Je rappelle que vous êtes l'une des 2 psychologues de l'émission. Alors on s'y attendait, mais on ne voulait pas y croire. Que s'est-il passé, Christophe ? Écoutez, l'expérience avec Margot a été un peu compliquée dès le début. C'est vrai que Margot a un petit peu du mal à gérer les caméras et tout ce qu'il y a autour. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je me suis retrouvé un peu face à un mur assez rapidement. Ouais. Ouais, c'est le décorum télévisuel qui a été un peu trop pesant dans votre relation, c'est ça ? Je suppose. Ouais. Vous avez divorcé, voilà, je rappelle, pour celles et ceux qui peut-être ont raté l'épisode d'hier et qui vont peut-être le découvrir sur M6+. Je rappelle qu'on peut évidemment les voir en replay. Mais quand on annonce un taux de compatibilité à 82%, Estelle Dossin, on se dit, mais il y a une erreur, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils ont divorcé ? Alors, les raisons pour lesquelles ils ont divorcé, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à construire la relation, pas du fait de Christophe, mais certainement du fait de Margot, qui n'a pas mis ses meilleurs efforts. En tout cas, c'est elle qui a souhaité cette séparation, donc on doit respecter son choix. Maintenant, moi, comme je le dis, plus le pourcentage est élevé, plus il y a un risque d'échec. C'est paradoxal, mais c'est vrai, parce que ça veut dire que les pourcentages restants sont des caractéristiques très résistantes. Ouais. Et si vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort, si vous n'arrivez pas à faire les efforts qui vont être nécessaires et à tenir les engagements que vous faites au départ en signant pour cette expérience, il y a de fortes chances que vous n'arriviez pas à aller jusqu'au bout. Que ce soit beaucoup plus compliqué. Donc ça, vous avez remarqué peut-être au cours des précédentes saisons que quand le taux de compatibilité était un peu plus faible, finalement, il y avait plus de chances parce que chacun arrivait à faire des concessions et ils ne se ressemblaient pas forcément. Oui, et puis les mariés se mettent moins la pression aussi, parce que quand on a un fort taux de compatibilité, on se dit « Ah bah c'est peinard, en fait tout va se passer l'autoroute est tracée, quoi. » Voilà. Alors qu'en réalité, non, c'est une relation, qu'on ait beaucoup de choses en commun ou pas, il faut faire des efforts. Pourtant, vous alliez si bien ensemble, c'est vrai, le jour du mariage, on vous a vu côte à côte, on s'est dit bon, c'est bon, ils sont faits l'un pour l'autre. À partir de quand avez-vous constaté finalement que cette histoire allait se solder par un échec ? C'est vrai qu'on allait, je trouve aussi physiquement plutôt bien, bien ensemble. Tout le monde nous le disait, même sa famille. On le voit à l'image d'ailleurs, c'est vrai que franchement, on a vraiment l'impression que on est bruns tous les deux, donc c'est facile d'aller bien ensemble, on va dire, mais oui, c'est vrai que je pense qu'on allait plutôt bien ensemble, mais j'ai compris que ça allait être compliqué dès la première nuit, en fait, dès le lendemain matin, on va dire. Dès la première nuit de noces à Lanzarote, lorsque vous avez fait votre voyage, c'est ça ? La première nuit après. Après le mariage, j'ai compris que ça allait être... à ce moment-là que ça allait être beaucoup plus compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Et c'est vrai, on a beau se dire que c'est une émission de divertissement, de télévision. Le divorce, c'est quand même un terme qui est lourd de sens. C'est généralement une étape douloureuse. Comment vous l'avez vécu, ce moment que l'on a tous vécu hier en tant que téléspectateur sur M6 ? Le moment où on annonce officiellement, entre guillemets, qu'on arrête l'expérience, c'est vrai que moi, j'ai pris ça comme un échec. J'étais venu là pour trouver l'amour. J'ai fait vraiment tout ce qui était possible pour m'investir à fond dans cette expérience. Et donc forcément, quand je vois la finalité, je suis déçu. Vous êtes forcément déçu. Et vous, Estelle, comment vivez-vous ce genre de moment aussi en tant que psychologue et, si j'ose dire, grande orchestrice de cette émission ? Enfin, vous êtes un peu la chef aussi de cette émission. C'est vous qui êtes l'entremetteuse entre ces couples. Finalement, quand vous voyez cet échec-là, finalement, vous vous dites, mince, encore un coup d'épée dans l'eau. Non, là, c'était vraiment décevant parce qu'en plus, Christophe, c'était pas la première fois qu'on se rencontrait. Il avait tenté de s'inscrire l'année précédente, donc c'était quelqu'un que je connaissais déjà. On avait créé des liens. Humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et malgré ses choix douteux en foot... Oui, on rappelle qu'il vient de Marseille. Personne n'est parfait, ça arrive. Je rigole. Je passe énormément de temps à Marseille. Mais bon, j'ai une tendresse particulière pour lui et son équipe. Et effectivement, j'étais déçue, je croyais en cette relation. Il y avait énormément de choses pour lesquelles ils étaient compatibles. 82%, ce n'est pas rien. Mais on ne maîtrise pas tout et surtout, on ne force jamais les gens. Donc, à partir du moment où les gens se rencontrent, on leur remet un peu les clés.
on leur dit maintenant, il vous appartient de construire cette relation. Ouais. Mais si un des deux ne veut pas ces clés, bon, on ne peut pas le forcer en lui disant vas-y. Non. Mais vous, en tant que psychologue de cette émission, comment pouvez-vous peser justement dans cette relation pour faire en sorte que peut-être, il trouve le chemin de l'amour ? C'est-à-dire qu'effectivement, on a compris que Margot n'était pas forcément sur la même longueur d'onde que vous, en tout cas que vous n'avanciez pas forcément avec la même vitesse. Vous, à ce moment-là, comment faites-vous pour peut-être faire en sorte que cette relation ne soit plus si asymétrique ? Alors, on échange avec nos mariés, soit ce sont des échanges que vous, les téléspectateurs, peuvent voir quand ils sont filmés, mais on échange aussi beaucoup ce qu'on appelle le off, c'est-à-dire en dehors des caméras, où on parle ensemble, on essaie de comprendre, on essaie de trouver des solutions, et surtout on parle avec les mariés individuellement, pour ne pas les mettre en porte-à-faux, parce que parfois, surtout qu'eux ne se connaissent pas, c'est très difficile d'ouvrir son cœur comme ça devant quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors qu'on pose des questions intimes. Donc on essaie de comprendre exactement où il y a un problème, si on peut intervenir, si toutefois c'est possible. Bien sûr. Et vous êtes resté en relation avec Margot ou pas ? Oui, on se parle pas tous les jours. On n'est pas les meilleurs amis du monde, mais oui, on est toujours en contact. On s'appelait à la fin des épisodes pour débriefer un petit peu, donc oui, on est toujours en contact. Vous n'êtes pas les meilleurs amis du monde, mais vous n'êtes pas fâchés pour autant. Pas du tout, on n'est pas fâchés. Vous êtes toujours amis. Vous êtes amis, en fait, on peut le dire. Amis, c'est un grand mot. Potes, vous êtes copains. Voilà, c'est ça. Vous êtes restés en bons termes. Oui, c'est ça. Vous avez partagé une aventure assez forte. C'est ça, on est liés, qu'on le veuille ou non, on est liés quand même par cette expérience, donc j'aurai jamais de rancœur ou de haine envers elle. Montrez vos doigts là, parce que vous êtes en train de cacher vos mains. Non, vous n'avez plus l'alliance, c'est terminé. Vous l'avez cédé. Ça, c'est dommage. Ça se revend pas, ça ? Je sais vous êtes obligé de la revendre. C'est la prod qui récupère. Vous avez perdu ça. C'est très... Bon, allez, on va poursuivre évidemment cet entretien avec vous deux. Dans un court instant, on va justement comprendre aussi la démarche qui a été la vôtre de vous inscrire dans cette émission. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias du jour. Allez, on commence ces infos médias avec une petite révolution dans le paysage audiovisuel français, puisque le magazine Les Maternelles ne sera plus diffusé en quotidienne comme c'était le cas depuis bien des années. Ce sera à partir de la saison prochaine. C'est Stéphane Sidbon-Gomez, le numéro 2 de France Télévisions, qui a confirmé cette information-là à nos confrères de La Tribune dimanche. Ce rendez-vous historiquement dédié à la petite enfance s'implantera désormais à partir du vendredi à 10h sur la grille de France 2. Alors comment expliquer cette décision, alors que le programme est, on le rappelle, diffusé chaque jour depuis 25 ans, déjà parce que l'audiovisuel public doit, vous le savez, se plier à des mesures d'économie assez drastiques, mais aussi parce que les maternelles ont perdu beaucoup de plumes ces dernières années. On rappelle qu'en septembre dernier, l'émission est passée de France 2 à France 4 et a bénéficié d'une audience vraiment confidentielle, on va dire 0,3% de part d'audience, c'est très faible. Et en janvier, la direction du service public a décidé de réanimer d'une certaine manière cette émission, la faisant passer de France 4 à France 5, mais le public n'était toujours pas au rendez-vous avec en moyenne moins de 1% de part d'audience. Alors, ça m'amène vers la question suivante, parce que les enfants, pour vous, c'était justement un vrai sujet aussi. Vous étiez d'ailleurs d'accord sur le fait d'avoir des enfants tous les deux, seulement Margot ne pouvait pas en avoir de façon naturelle. C'est ce qu'elle vous a aussi confié de façon assez rapide. Elle a dû congeler ses ovocytes. C'est pour cette raison précise d'ailleurs qu'elle ne se sentait pas légitime d'être aimée. Vous avez dû beaucoup la rassurer aussi peut-être en amont, non ? Bien sûr, mais je rassure aussi beaucoup de mes patients qui sont confrontés à l'endométriose et qui ont des difficultés à la procréation. Ça ne rend pas les choses impossibles, mais par contre, ça rend la procréation naturelle compliquée et difficile. Donc c'est un parcours du combattant et c'est vrai que ça se passe d'autant mieux si on a à ses côtés un partenaire qui est patient et qui est soutenant. Et Christophe, ça vous a effrayé, si j'ose dire, ce problème de santé auquel elle était confrontée à ce moment-là ? Non, pas du tout. Non. Ça ne m'a pas effrayé du tout parce que j'ai mon meilleur ami qui a eu ses enfants en faisant une PMA. Donc je connais très bien le sujet et ça a marché, donc je ne vois pas pourquoi ça aurait pu ne pas marcher avec Margot. Donc non, ce n'était pas un sujet, franchement, ça ne m'a pas du tout refroidi ou quoi que ce soit. Non. Et d'ailleurs, on le voit dans l'émission, vous parlez de ce meilleur ami de façon très spontanée, avant même qu'elle vous révèle son problème de santé. À ce moment-là, ça ne l'a même pas un petit peu rassurée en se disant « Bon, finalement, là, les planètes sont vraiment alignées. Je trouve enfin un homme qui va m'accepter et puis qui va faire en sorte aussi que je me sente légitime d'être aimé. » Et même ma maman était passée par ces parcours-là. Ça n'avait pas marché pour ma mère. Ma mère, elle avait fait le même parcours et elle était tombée enceinte naturellement quelques mois après. C'est bizarre, mais... Et donc ma mère et mon meilleur ami ont vécu ces parcours-là. Donc c'est vrai que ça a pu la rassurer, je ne sais pas. Et moi, sachant ça, c'était quelque chose, je peux te le dire maintenant, sachant ça, c'était quelque chose qui était hyper important pour moi parce que je sais que Christophe a grandi dans un environnement très féminin. Il est très sensible à la cause des femmes. Et oui, mon Christophe, tu es féministe et tu l'assumes et c'est quelque chose de formidable chez lui. Et
de manière très discrète, je vais enquêter sur ces choses-là. Et il m'a dit, mais moi, ma femme, c'est ma femme, je la soutiendrai quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que vous êtes, vous êtes vraiment très attentif. C'est vrai que vous avez raison de parler de féminisme aussi en ce qui vous concerne, parce que vous êtes très attentif aussi au désir de votre épouse à ce moment-là. Vraiment, vous ne la brusquez pas, à aucun moment. C'était vraiment ça très important pour vous. J'ai reçu pas mal de messages pendant la diffusion qui me disaient, mais allez, vas-y, prends les devants. Embrasse-la. Je ne me vois pas aller embrasser une femme qui ne me montre pas de signe qu'elle en a envie, en tout cas. Bien sûr. C'était assez compliqué, donc ça m'est même pas venu à l'idée. Alors c'est vrai, vous avez raison, mais en même temps, à un moment donné, il faut aussi savoir prendre le taureau par les cornes et puis faire le premier pas. C'est vrai que c'est compliqué dans le cas de Christophe, quand on n'a pas les premiers signes, et je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs aussi qui se retrouvent dans ce que vous dites. Comment faire pour faire le premier pas quand, en fait, on ne sait pas trop sur quel pied danser? Alors c'est une très bonne question parce que la nuance est ténue, c'est-à-dire que dans le cadre du consentement, il faut proposer. Proposer, c'est faire le premier pas et ne pas imposer. Par exemple, tendre la main, on propose. Prendre la main de force, on ne respecte pas le consentement de l'autre. Et c'est ce que Christophe explique très justement, c'est-à-dire que non, il a senti, il a lu les signaux de Margot, qui n'était pas prête, qui n'avait pas envie, voilà. Et lui, il a proposé, t'es beaucoup soutenu, on en a parlé le premier soir, c'est assume ton désir, mais assumer son désir, quand on dit ça à quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, c'est dire les choses. Tu n'es pas venu là pour te faire une pote, c'était vraiment pour trouver l'amour et montrer que tu étais disponible. Et c'est ce que Christophe a fait. Et ça, c'est correct. De forcer l'autre en disant « oui, non mais moi je te veux, on est mariés maintenant », ça, c'est pas du tout entendable, c'est pas acceptable. Mais vous voyez, là, il y a par exemple un moment où moi, personnellement, j'ai bondi de ma chaise. C'était dans l'épisode d'hier, d'ailleurs, je crois. C'est au moment où vous lui offrez ce bouquet de marguerites. Et à ce moment-là, en fait, pour vous remercier, elle vous embrasse, mais sur la joue. À ce moment-là, je me dis « mais là, il aurait dû se passer quelque chose, voyons. » Non. Enfin, vous n'avez pas senti que ce moment-là, il aurait pu basculer et peut-être faire en sorte qu'il y ait eu un rapprochement physique? Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Je savais que si rapprochement physique il pouvait y avoir, ce ne serait pas devant les caméras. Ce ne serait pas devant les caméras, ça vous l'aviez compris assez vite. Je l'ai compris assez vite. Et un cadeau doit toujours être désintéressé. Si vous offrez un bouquet de fleurs pour attendre un bisou sur la bouche, Damien, il faut qu'on en parle. Écoutez, j'ai vu que vous étiez libre de bain sur Doctolib, donc je viendrai vous voir. Je prendrai rendez-vous. Allez, on termine ces infomédias avec le chiffre du jour, 1,7. Et c'est donc en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant Mario au premier regard. C'était donc hier en première partie de soirée sur M6, 8,7% de part d'audience. Et je dois dire d'ailleurs que l'émission résiste bien face au football. Il y avait quand même une grosse concurrence hier avec le match France-Irlande du Nord. Donc, Damien, nous avons fait 16 semaines de diffusion. Et vous prenez le chiffre d'hier, on était face au foot. Parce que vous êtes là. Je le note pour plus tard. Je suis désolé, mais c'est vrai que quand même, c'est un bon score. Enfin, franchement, justement, j'étais en train de dire que... On a fait des scores exceptionnels, bien au-delà. Elle marche super bien, cette émission. Et hier, c'était le foot qui nous a un peu... forcément, et puis c'était un beau match. Ils ont fait 5 millions, TF1. Oui, donc, voilà. Voilà, forcément, vous pouvez difficilement rivaliser face à un événement. En plus, il y a une Coupe du Monde, paraît-il, dans quelques semaines. Absolument, donc, forcément, ça sera diffusé sur M6. Et vous ferez partie de la saison prochaine, Estelle Dossin, c'est déjà sûr? Vous allez faire partie de l'équipe de psychologues? Mais absolument, évidemment. Mais cette émission-là, elle vous apporte quoi, vous, à titre personnel? On sent vraiment que c'est une réjouissance pour vous chaque année de faire partie de cette aventure. Parce que je rencontre quelqu'un comme Christophe, parce que je rencontre plein de gens formidables, parce que derrière la caméra, il y a une équipe avec qui on travaille ensemble depuis des années et des années. C'est quelque chose... tu l'as remarqué, on est tous proches, on se connaît bien. Je ne sais pas, c'est une aventure. Les jeunes qui se marient, évidemment, c'est de l'aboutissement d'un travail, mais pas que de Marie et moi. Oui. C'est l'aboutissement d'une équipe de 80 personnes. Quoi. Et il y a des gens qui viennent vous voir dans votre cabinet pour rencontrer Estelle Dossin de Mario au premier regard. Vous sentez ça aussi, cette notoriété? Ça arrive de temps en temps, mais rarement. En général, les gens viennent me voir dans la rue très facilement. Oui, bien sûr. Oui, ça me fait très plaisir, mais... juste prendre une séance pour me voir, je pense pas, non. Moi, j'ai réservé ma séance, je vous dis, demain à 10h30. Mais Damien, c'est pour d'autres raisons. Oui, j'ai des vrais soucis. Je crois que ça va être long. J'en ai pris même 3 des séances de... Je sais. Christophe, vous, les gens vous reconnaissent dans la rue maintenant? Ça commence un petit peu. Ça commence un peu, Ça fait un peu bizarre. J'étais pas vraiment préparé à ça. Mais après, ça fait toujours plaisir. Et comme les téléspectateurs et les téléspectatrices surtout ont vu que ça battait un petit peu de l'aile avec Margot, vous avez quand même reçu 2-3 petits messages là, intéressés, quelques-uns. Et alors, non, vous avez fait une première sélection, non? Non, j'ai pas répondu pour l'instant. Vous n'avez pas encore répondu? Vous êtes célibataire là aujourd'hui? Célibataire. Vous êtes célibataire, donc ouvert à de potentielles relations. Et je suis à la recherche de l'amour, oui. Vous êtes à la recherche de l'amour, très bien. On va justement revenir un peu sur les critères qui sont les vôtres. C'est tout de suite dans l'interview du Buzz TV.
Mais franchement, Christophe, vous voyez, on vous voit là, on se dit quand même, Christophe, il est beau gosse, il est sympa. Pourquoi participer à Marié au premier regard? On se dit, si vous trouvez pas l'amour, qui va le trouver? C'est gentil. Non, mais franchement. J'étais célibataire depuis 3 ans. Ouais. Et j'arrivais pas à trouver quelqu'un avec qui vraiment m'investir à fond. Et du coup, je me suis dit que j'avais peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Ouais. Mais pourquoi vous étiez célibataire depuis 3 ans? Vous aviez justement du mal à construire une relation stable, c'est ça? Pas forcément, mais ma dernière relation a été quand même assez compliquée, c'est assez mal fini. Ouais. Mon ex m'a trompé. Ouais. Et du coup, j'ai eu un petit peu du mal quand même à m'en remettre, même si c'était une relation assez courte, ça avait duré que 4 ou 5 mois, mais c'était assez fort. Donc j'étais tombé quand même de très haut. Et j'ai mis peut-être une bonne année à vraiment vouloir aller de l'avant avec quelqu'un d'autre. Et l'adultère, ça a été malheureusement un peu le fil rouge de votre vie, j'ai l'impression. Vous en parlez d'ailleurs dans l'émission avec votre maman qui a connu ce type d'expérience, votre grand-mère aussi. Comment on fait pour se libérer de cet héritage familial qui parfois, c'est vrai, peut nous bloquer dans nos relations intimes? Il faut l'identifier et c'est intéressant en fait de voir quand il y a quelque chose d'un atavisme transgénérationnel, ça peut être effectivement un point de fragilité. Il ne faut pas le voir comme une fatalité ni comme une prophétie terrible, mais comme quelque chose effectivement qui va être fragilisé en soi et pour lequel on va être plus attentif ou on va être beaucoup plus on va être plus craintif en gros. Et parfois, malheureusement, c'est en ayant peur qu'on arrive à provoquer notre plus grande crainte. Et Christophe disait d'ailleurs très justement dans cette émission une phrase que l'on entend beaucoup, c'est impossible d'être en couple avec la seule et même personne pendant toute sa vie. J'imagine que c'est le genre de phrase aussi que vous pouvez entendre parfois dans votre cabinet. Est-ce que l'être humain est programmé pour être, entre guillemets, avec une seule et même personne fidèle toute sa vie? Est-ce qu'on va contre la nature lorsque justement on se voue fidélité toute sa vie? Ça avant. Ouais. Oui, avant, bien sûr. Non, attention, je ne vais pas vous savonner la planche. Hein. Vous pouvez toujours écrire à Christophe, bien sûr. Non, je pense que c'est un adage très romantique qui n'a plus d'âge et à une époque où l'espérance de vie n'était pas si longue qu'aujourd'hui. Maintenant, ça dépend à quel âge on rencontre l'amour de sa vie. Si on le rencontre à 80, peut-être qu'effectivement, il y a des chances qu'on finisse sa vie avec. Oui, c'est probable. Si moi, j'aime pas faire de règles comme ça, de généralités. Je pense que c'est effectivement rare, d'après mes observations cliniques, c'est rare de faire toute sa vie avec le même ou la même partenaire. En revanche, je pense que ce qui est possible, c'est d'aimer plusieurs fois au cours de sa vie. Parce que imaginer qu'on va être amoureux qu'une seule fois dans sa vie, c'est nier notre propre capacité à évoluer, à changer, à être réceptif à ce qui se passe autour de nous dans le monde. C'est absurde, en tout cas je le souhaite à personne. À partir du moment où on ne vit pas dans une grotte isolée quelque part et qu'on fréquente des gens, eh bien, on se nourrit de ça. Et c'est ça qui fait qu'on change, qu'on grandit, qu'on mûrit, qu'on vieillit et qu'on peut rencontrer à tout âge. Mais c'est vrai que ça va à l'encontre des contes pour enfants qui nous ont tous bercés, où on se marie, on a beaucoup d'enfants et on vit et on meurt avec la seule et unique personne avec laquelle on s'est unis pour le meilleur et pour le pire. Ce qui a été votre cas finalement, parce que quand Estelle vous annonce par téléphone que vous êtes compatible à 82%, à ce moment-là, vous réagissez comment? Vous faites partie des nombreux candidats qui ont postulé à l'émission. Peut-être que dans votre tête, vous vous dites, bon, allez, je lance une bouteille à la mer, on verra si ça fonctionne. Et vous êtes choisi. Ouais, honnêtement, je ne m'y attendais pas. C'est vrai que quand l'équipe de tournage est venue ce jour-là, ils m'ont bien dit, c'est juste pour des images, pour approfondir ton profil, ton portrait. Donc, je ne m'attendais vraiment pas à recevoir ce coup de fil. Quand on me tend le téléphone et j'entends Estelle, là, je commence à me dire, bon, je connais un peu l'émission. Là, peut-être que dans le cœur qui bat à 10 000, je crois que ça se voit un peu d'ailleurs, je tremblais vraiment quand j'étais au téléphone avec Estelle. Et je ne réalise pas tout de suite, en fait. Je ne réalise pas tout de suite. Même le soir, chez moi, je me dis, mais waouh. C'est ça, en fait, l'équipe vous prétexte un reportage. C'est intéressant que vous le disiez, parce qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire, non mais attendez, tout cela est pipoté, puisque de toute façon, il a des caméras braquées sur lui. C'est exactement ce qui va se passer dans la seconde. En vérité, non, c'est... Non, en réalité, pendant les étapes du casting, on passe ce qu'on appelle des ateliers. Atelier 1, atelier 2, et là, on m'a clairement présenté un atelier numéro 3, où on allait venir me filmer avec mon entourage pour peaufiner mon portrait, je vais y arriver. Oui, peaufiner, pardon, un petit peu
les attentes, tout ça, par rapport aux expertes. Et comment ce taux de 82% est-il calculé? Ça, c'est votre question à vous. Damien, non, mais moi, j'ai envie de savoir. Alors, je vous pose la question chaque année. J'y ai droit tous les ans et j'y ai droit au premier épisode qui a été diffusé. Donc non, je ne répondrai pas à cette question. moi, je voulais... Bah oui, mais j'étais pas là. Suffit, oui, j'étais pas là. C'est pas moi qui vous l'ai posé, c'est ma collègue Sarah Lecoeur. Séance la semaine prochaine. Oh là là, c'est pas vrai. Non, mais après, je me souviens l'année dernière, non, c'était il y a plusieurs années, je sais pas si vous le faites toujours, mais il y avait un test, je me souviens parce que c'était filmé à l'époque, avec du linge qu'on sentait, les t-shirts, c'est ça. Oui. Ça, vous le faites encore ou pas? J'aimais beaucoup ce test. C'est génial. Malheureusement, non, depuis la pandémie, on ne le fait pas. Dommage, parce que ça, c'est un vrai révélateur. Ça arrive parfois que des personnes se trouvent beaux, etc., s'entendent bien, mais au niveau des odeurs, ça fonctionne pas. Ah oui. Il paraît que d'ailleurs, c'est assez génétique. C'est génétique, non? C'est vrai? Oui, après, on a des marqueurs génétiques qui vont faire qu'on va être attiré par des personnes plus ou moins, de manière plus ou moins consciente, et effectivement, c'est un peu l'alchimie. Bon, ben voilà. Voilà, j'ai pas respiré de t-shirt. Vous n'avez pas respiré le t-shirt de Margot. Bah, vous l'avez respiré quand même à un moment donné quand vous vous êtes rapprochés, au moins la première nuit, n'est-ce pas? Ouais, voilà. De loin. De loin. Damien, gros forceur. Ce matin, alors vraiment. Attendez, il y en aura d'autres des questions. Vous n'allez pas être déçus. Et elle ne viendra pas de moi d'ailleurs, je vous en dis pas plus. Quand vous apprenez que vous allez vous marier, il y a un premier obstacle quand même pour tous les couples, c'est quand même l'annonce de la nouvelle à la famille. Vous, à ce moment-là, comment vous appréhendez ce moment où vous allez devoir dire à votre maman, je vais me marier avec une inconnue? Franchement, je me pose 10 000 questions. Alors déjà, il faut savoir vraiment qu'elle était au courant de rien. Elle était au courant pour la saison d'avant que j'ai été plus ou moins dans les papiers, mais c'est tombé à l'eau, donc je n'ai plus jamais reparlé. Donc là, je me dis, je lui garde vraiment la surprise et j'appréhendais un petit peu quand même, parce que je connais ma maman, et ma maman est capable de... Mais elle réagit super bien, franchement. Oui, mais honnêtement, je m'attendais à pire. Parce que généralement, les familles ne réagissent pas toujours très bien. Enfin, ça reste quand même un choc aussi. Oui, c'est bien là qu'on voit que c'est pas scénarisé. Les familles réagissent à l'aune des moyens psychiques dont elles disposent et puis de la connaissance de l'expérience. Donc, effectivement, on a parfois des réactions qui sont un peu dures, des gens qui sont vexés, qui se sentent blessés. Mais c'est pas parce que des familles réagissent de manière abrupte à la première annonce qu'ils ne vont pas changer d'avis. Bien sûr. Et puis nous, de toute façon, on ne les force pas. Il est arrivé parfois que des parents refusent d'être présents. Et on respectait ce choix. Alors parfois, une saison, il y a très longtemps, c'est arrivé qu'une maman n'avait pas voulu être filmée, mais elle voulait être présente. Donc elle est venue au mariage, mais elle n'a pas été filmée. La production respecte tous les choix aussi de la famille, sûr. bien évidemment. Et c'est vrai que le jour du mariage, vous arrivez le premier, et à ce moment-là, vous découvrez votre future belle famille. Quels sont les premiers sentiments qui vous envahissent à ce moment-là, quand vous voyez justement ces femmes et ces hommes qui sont assis et qui, d'une certaine manière, sont les proches de votre future épouse? J'ai eu un très bon feeling, vraiment, quand je suis arrivé. C'est le seul que vous aurez eu d'ailleurs. C'est le moment où ça a matché, c'était avec la famille. Franchement, avec la famille, ça a hyper bien matché. En plus, j'entendais des copines à elle dire c'est son style, bien sûr. Elle va aimer, elle va adorer. J'ai entendu des phrases comme ça, donc moi, ça m'a rassuré directement. Et non, très très bon feeling avec sa famille, vraiment. Et je suis toujours en contact d'ailleurs avec la plupart d'entre eux. Et justement, quand elle arrive, quand vous croisez pour la première fois le regard de Margot, comment vous réagissez à ce moment-là? Je suis content. Je pense que ça se voit un peu. C'est ça, Quand elle arrive, vous, on sent votre enthousiasme tout de suite. suite. Elle m'a plu directement, c'est vrai. Alors qu'elle, c'est beaucoup plus mesuré. Ça, vous le sentez aussi directement? Je le sens pas forcément directement, mais je sens un petit peu son regard plus fuyant que le mien en tout cas. Donc, mais à ce moment-là, je me pose pas encore toutes ces questions, quoi. Mais Estelle, soyons francs, c'est vrai que quand le coup de cœur n'est pas réciproque, c'est mal engagé quand même, non? On se dit que les deux vont pas forcément aller à la même vitesse dans la relation et que forcément, il va y avoir une asymétrie. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me souviens de Charlène et Vivien. Charline n'avait pas eu de coup de cœur pour Vivien. Je crois que c'était saison 4 quand ils se sont vus. Et puis, elle a appris à le connaître et ils ont eu un enfant à la suite de notre expérience. Donc, non, je pense que... Tout n'est pas perdu. Tout le monde espère un coup de cœur. Et c'est légitime, évidemment. Ça crée immédiatement de l'attachement. Tout le monde a envie de ça pour soi-même. Les proches ont envie de voir le coup de foudre, leur fils, leur cousin, leur ami avoir un coup de foudre. Tout le monde a envie de ça. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de coup de foudre que
la relation n'est pas possible. Et parfois, on a des coups de cœur qui arrivent comme ça, c'est waouh, le truc spectaculaire, et puis ça retombe comme un feu de paille parce que derrière, on oublie qu'un couple, ça se construit et qu'il va falloir aller chercher autre chose que juste oh ben, tu me plais, je te plais. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que le coup de cœur et le coup de foudre physique, il faut aussi apprendre à se connaître. Alors c'est vrai qu'après le mariage, il y a, et là vous me voyez venir avec mes gros sabots, la nuit de noces, n'est-ce pas? Et justement, figurez-vous qu'hier nous recevions à votre place Brigitte Lahaie, qui a écrit un livre d'ailleurs sur le bonheur. Elle avait une question à vous poser. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a un test concernant la sexualité? Est-ce qu'on vérifie qu'ils sont sexuellement compatibles, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux la même envie de faire l'amour, je ne sais pas moi, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans ou tous les jours? C'est une question pour vous, ça, finalement, Estelle Dossin. Est-ce qu'il y a aussi des tests à ce sujet Bien sûr. Ouais. Alors, il n'y a pas que des tests. Il y a un test écrit. Il y a aussi des entretiens. Et le rapport à la sexualité, le rapport au corps, le rapport à ce qu'on est capable de faire avec son corps, c'est-à-dire l'aisance qu'on a, le fait d'être bien dans sa peau, en gros, ou pas, c'est continuellement évalué, bien sûr. Ça fait partie des choses importantes qu'on évalue. Et Christophe, ça a été une appréhension, la nuit de noces, justement, ce moment où vous ne connaissez pas la personne à côté de laquelle vous allez dormir? Déjà, je n'étais pas sûr de dormir à côté d'elle, de base. C'est vrai. Et non, c'était pas vraiment une appréhension, franchement. J'ai pris ça, non, franchement, ça a été... Je savais que, forcément, à ce moment-là, il ne se passerait rien. Ouais. Mais donc, peut-être que ça a aussi baissé le stress de ce côté-là. Parce que c'est vrai que si on s'était vraiment plu tous les deux, qu'il y avait eu l'alchimie, la première nuit, c'est quand même particulier. On se dit, est-ce que... on peut aller plus loin. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce que même si on est marié, ça reste quand même... On ne se connaît pas. Hein, donc, mais là, du coup, la question ne s'est pas vraiment posée. Et ça arrive souvent qu'il y ait, entre guillemets, une alchimie si forte que dès la première nuit de noces, il se passe des choses qu'on ne peut pas décrire ici sur un plateau de télévision sous les draps. Ça arrive. Mais c'est quand même pas la majorité des fois, parce qu'effectivement, les jeunes viennent de se rencontrer, ils sont épuisés. Quand ils vont au moment d'aller se coucher, on ne se rend pas compte, mais il est vraiment très très tard. C'est 3 à 4 heures du matin. Je pense que... On a un peu la tête à autre chose, quoi. Alors moi, je trouve que c'est bien s'ils ont envie de faire l'amour ce soir-là. Oui, bien sûr. Ça leur appartient. S'ils n'ont pas envie, c'est tout aussi respectable. C'est bien aussi de dormir ensemble, c'est une preuve d'intimité. C'est la première intimité qu'on partage, c'est le sommeil. Bien sûr. Et l'un à côté de l'autre, ça peut être chouette aussi, c'est que ça crée du lien, ça aussi. Il reste que très peu de temps. Dernière question, est-ce que vous avez identifié finalement les 18% qui vous ont séparé de Margot? Quels étaient les principaux obstacles que vous avez rencontrés? Les 18%, c'est un peu compliqué comme ça à les comment dire? Les souligner, quoi. Les souligner. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense que on n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde sur la vision du couple qu'on avait. Il y a pas mal de petits points quand même où je me suis dit, dans tous les cas, peut-être que... Je ne sais pas ce que ça aurait donné, on ne peut pas savoir parce que franchement, on n'a jamais été ensemble au final. Donc c'est difficile à dire sur la durée, mais non, je ne sais pas. Eh bien, merci Christophe, merci Estelle Dossin d'avoir été sur ce plateau. Comment vous êtes arrivé aux 82% de compatibilité au fait? Pardon, je m'arrête. Ça suffit maintenant. Pardon, désolé, c'est la fin de cette émission de toute façon. Merci d'avoir été sur ce plateau et le Buzz TV revient dès demain avec les finalistes de Top Chef. Bonne soirée à toutes et à tous sur Le Figaro.